C'est parti. Philippe, c'est à toi. Ok, bonsoir à tous. Alors ce soir, on va parler de planification. Alors de planification dans l'espace et dans le temps. Euh, alors, c'est un sujet qui est très très vaste. Pour moi qui aime bien pousser en profondeur dans tous les domaines, ça a été difficile de m'arrêter. Mais voilà. Donc, on va travailler déjà sur le cœur du sujet, l'observation du potager, les moyens du jardinier, les fondamentaux de la conduite, le modèle et le style. Après, on va aller regarder un petit peu d'un point de vue de la conception, donc les paramètres, un peu le procédé par lequel on passe pour concevoir une parcelle, un jardin ou plus, les zones et les circulations, les familles de végétaux. Et puis après, on va aller un peu plus sur la conduite. Donc le choix des variétés, le rythme des cultures, la planification des tâches, avec bien sûr toujours dans la tête que c'est un monde tellement vaste que là, en 1 heure et demie, 2 heures, on ne va pas pouvoir vraiment aller en profondeur. Et ce que je vais présenter, c'est mon point de vue dans mon milieu, même si j'en ai vu plusieurs. Je reste dans un climat tempéré et le modèle ou les données que je vais pouvoir vous présenter sont pas forcément fausses, mais sont loin d'être vraies. Donc il faut toujours garder ça à l'esprit, parce que sinon, en fait, on prend un modèle, on l'applique et on se dit pourquoi ça ne marche pas. Voilà. Donc pour commencer, le cœur du sujet. Alors, sans faire de pub, on a un bouquin à notre disposition qui parle de notre mandat. Voilà, et les 2 grands commandements, ça veut dire que le cœur de ce qu'on fait, il faut toujours se le rappeler. Et notre mandat, c'est gouverner la création parce qu'on en est responsable. Et puis, c'est servir notre Seigneur et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Voilà, c'est la base. Alors, quand on va aller un peu dans cette démarche-là, on va pouvoir parler de performance. Alors, la performance, on l'a toujours un petit peu dans la tête en termes de compétition, mais si on n'est pas vraiment à l'aise avec ce mot-là, on peut parler de réussite, quelque part. Est-ce qu'on réussit ou est-ce qu'on ne réussit pas? Le premier paramètre pour arriver, pour réussir notre jardin, c'est définir des objectifs, porter du fruit. Alors, quels sont les objectifs et quel est le cœur de ce que je veux faire? Alors, Sylvain en a parlé un petit peu la dernière fois. C'est quelles sont les raisons qui me poussent à vouloir jardiner? Parce que potentiellement, on a quand même des producteurs qui peuvent nous fournir des produits en qualité, etc. Donc, il peut y avoir la qualité des aliments, être sûr qu'on a effectivement de bien maîtriser la production de ce que l'on mange. Il y a peut-être des projets de nourrir NX personnes, notre famille, les voisins, un quartier, une ville. Il peut y avoir aussi l'autonomie nutritionnelle, le contact avec la nature, se préparer à des temps plus difficiles. On est tout à fait dans une saison qui peuvent, à moyen terme, arriver dans ces situations-là. Ça peut être un acte de résistance par rapport aux grosses industries agroalimentaires. Ça peut être un désir d'indépendance du système, une réponse sociale, identitaire, ou produire des semences, etc. Voilà, il peut y avoir vraiment beaucoup de choses, mais c'est vraiment important de savoir pourquoi on le fait. Sinon, on peut se perdre à écouter tous les projets qu'il peut y avoir. C'est vraiment le faire avec intention. Ensuite, on a les moyens. C'est-à-dire qu'il faut avoir le moyen de nos ambitions quelque part. Et la relation entre les objectifs et les moyens, c'est la pertinence. Ça veut dire que tous les moyens qu'on va mettre en œuvre, le temps, les compétences, budget, main-d'œuvre, notre terrain, l'eau, le climat, les outils, la faune et la flore disponibles, l'état de l'environnement, etc. Il faut que ça soit pertinent par rapport à notre objectif. Sinon, il faut revoir soit nos moyens, soit nos objectifs, forcément. Si on veut nourrir quotidiennement une ville entière avec un potager, ça ne marchera pas. Et puis, nos résultats.
nos résultats ils vont se mesurer en qualité, en délai et en coût. On a eu des questions avant cette séance qui disaient c'est super, j'ai eu un jardin très productif, mais malheureusement, c'est arrivé un peu tout d'un coup. Donc la notion en fait de délai est importante. La notion de coût, alors c'est pas forcément le coût que financier, c'est le coût en pénibilité, c'est le coût en temps, en ressources diverses et variées, enfin, le coût en moyens, les moyens qu'on met dedans. Et puis j'ai mis une petite note, c'est que pour avancer dans la maturité vis-à-vis de la planification de nos jardins, le plus simple, c'est de prendre des notes avec un carnet ou avec des photos pour se mémoriser semaine après semaine, mois après mois, année après année, l'état de notre jardin, la progression, ce qu'on avait avant, où est-ce qu'on a mis les plantes, etc. Surtout quand on travaille un peu en permaculture, où on a tendance un peu à en mettre partout. C'est-à-dire de ne pas avoir des rangs bien rangés, mais d'avoir un peu plus de créativité et de mélange. Le rapport entre le résultat et les moyens, entre l'objectif et les résultats, c'est l'efficacité. Donc, bien souvent, on va parler de résultats que sur l'efficacité, mais on a également l'efficience, qui est très très importante, et surtout en permaculture. Les enjeux de tout ça, c'est les risques dus à un mauvais calcul entre les objectifs et les moyens. Donc on a un risque de passer à côté, on a un risque de perte parce qu'on n'aura pas eu les compétences, on n'aura pas eu le temps. Je l'ai vu notamment par rapport à au premier confinement où j'ai eu le temps véritablement de pousser, de prendre en fait le temps de semer correctement. Et ce que ça a produit, ça a produit vraiment des fruits derrière que je n'avais pas vraiment l'habitude d'avoir. Et puis l'efficacité, réussite apprentissage, ça veut dire que soit ça marche, soit on apprend. Par là, un encouragement à ne pas considérer un échec, une non-réussite comme un échec, mais plutôt comme une occasion d'apprendre. Alors, les fondamentaux de la conduite. Le démarrage, il est un petit peu théorique, mais c'est vraiment important. C'est quelque chose que j'enseigne à beaucoup de niveaux. C'est des zones de criticité. Alors, c'est vraiment technique, mais c'est très simple, en réalité. Ça, c'est notre zone d'anticipation, notre zone de compétence. C'est notre quotidien de tous les jours. C'est quand tout se passe bien, parce qu'on a les compétences, on a la capacité d'anticiper. C'est pour ça que la planification est très importante. Ça permet de résoudre les problèmes avant qu'ils n'arrivent. La deuxième zone, c'est la zone de résilience. Alors, on en parle beaucoup de la résilience en ce moment, c'est la résolution de problèmes. C'est une zone où on constate qu'il va y avoir un problème ou qu'il y a déjà un problème ou un début de problème et on va prendre le temps de le résoudre. C'est la zone d'apprentissage. C'est un peu la zone d'inconfort. L'enjeu, c'est l'efficience. Ça veut dire que si vous résolvez pas les problèmes, vous allez devoir en fait mettre plus de moyens pour y arriver. Et là, il faut des temps dédiés pour résoudre ces problèmes-là. Vous avez des pucerons qui commencent à envahir votre jardin ou une invasion de limaces. Vous allez devoir prendre du temps dédié pour régler ces problèmes-là, en plus de votre temps de gestion normale. La zone qui est ensuite, c'est la zone traumatique. C'est une zone où vous rentrez en crise. Ça veut dire que vous allez devoir calculer ce que vous allez perdre. Là, c'est la pertinence des moyens et vous avez besoin de renfort. C'est normalement la première zone où vous avez vraiment besoin de renfort, où vous devez aller chercher de l'aide parce que c'est un problème de compétence, aller chercher de l'aide parce que vous avez besoin d'un bon coup de pouce pour, je sais pas, voilà, vos limaces. Vous allez chercher des canards parce que tout seul, vous n'arrivez pas à venir à bout de vos limaces. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Et puis ici, c'est la zone de rupture, la zone de mort. Ça veut dire que votre production
est compromise. Donc, par exemple, c'est mes pommiers sont infestés. Il y a absolument des... où ça a pris voilà, ça est en train de prendre le gel. J'ai un risque. Mes pommiers ont pris le gel. J'ai un risque très important qu'ils meurent. Donc là, c'est plus une histoire de sauver la récolte, c'est une histoire de pouvoir recommencer à produire des pommes dans quelques temps, la saison suivante. Donc là, en fait, l'enjeu, c'est l'efficacité. Il faut vraiment que les actions soient efficaces, quels que soient les moyens, vis-à-vis de ce que vous avez choisi de sauver. Voilà. Et là, généralement, c'est des moyens externes. Donc, si c'est nécessaire, appelez des renforts, des équipes dédiées pour vous aider à résoudre vos problèmes. Voilà, donc on va aller dans quelque chose d'un peu plus concret. Alors, dans les formes de conduite, j'ai illustré, alors c'est pareil, là, je vous répète un peu ce que j'ai dit au début. Les données sont juste pas forcément vraies, mais pas fausses non plus. J'ai illustré 3 modes de culture. Alors, la nature sauvage, qui, quand elle commence, l'été 1, l'hiver 1, l'été 2, l'hiver 2, etc., va augmenter la matière présente sur la parcelle. Donc là, sur le côté nature, il va y avoir des herbes, des ronces, des petits arbres, des arbustes, plus des arbres, etc. Donc la matière va augmenter d'année en année. Par contre, le rapport entre ce qui est comestible, ce qui est bon pour nous, et ce qui ne va pas être comestible, il est vraiment très faible. Ensuite, la culture conventionnelle, elle, va repartir toujours, tous les ans, à zéro. Donc, c'est déjà des choses qu'on a un peu vues dans les cours précédents. C'était vraiment juste un rappel. Et de la courbe bleue, ça représente une culture en collaboration, une conduite en collaboration qui permet d'aller un peu plus vite normalement qu'une nature sauvage, parce qu'on va y mettre des intrants, donc de la matière organique. On va mettre les variétés ensemble pour qu'elles s'entraident. Donc on va avoir des pics même supérieurs à ce que la nature sauvage pourrait nous amener, mais également des années où on va se tromper, où il y aura un coup de gel, où il y aura quelques ravageurs, etc. Mais ce sera toujours en moyenne supérieur à simplement une culture sur laquelle on va tous les ans renouveler les mêmes opérations. Alors bien sûr, je parle de potager ou de culture spécifique en fonction des espèces en monoculture. Bien sûr, ça peut ne pas être comparatif ou comparable. Alors David, il ne regarde pas s'il y a des messages, c'est pas trop grave. On regardera après. Donc, le modèle et le style. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut comprendre ou qu'il faut intégrer dans tout ce qui est technique de culture. Et la permaculture en est un aussi, c'est que, comme nous le dit Paul dans 2 Corinthiens, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue et l'esprit vivifie. J'ai pris ce verset-là parce qu'en fait, on peut très bien suivre les préceptes de la permaculture ou de toute autre technique sans pour autant avoir un esprit de vie dans ce qu'on est en train de faire et au final tomber dans une nouvelle religion, ni plus ni moins, quelque chose qui va vraiment enfermer. Et si on ne fait pas ci, c'est pas de la permaculture, donc je ne vais pas le faire, etc. Il faut garder à l'esprit que le modèle
qu'on l'on promeut, c'est un modèle qui d'abord promeut la vie, avant toute autre chose. Le jardin, c'est un écosystème qui intègre notre vie, notre mode de vie, et on n'est que le gestionnaire, pas l'homme à tout faire. Ça veut dire qu'on ne doit pas être l'esclave de notre jardin, mais le jardin est à notre service. Ça implique dans la stratégie que lorsqu'on va concevoir notre jardin, quand on va l'habituer, on va l'habituer en fait à avoir des périodes où il y aura moins d'arrosage, on va le rendre résistant à notre absence, parce que si on n'est pas là, on doit pouvoir partir, passer un week-end ailleurs, on est fatigué, on n'y va pas, etc. Plutôt que d'être tous les jours au chevet de nos tomates pour savoir si elles ont assez d'eau, savoir s'il n'y a pas un moucheron qui s'est posé dessus, etc. Donc c'est vraiment dans l'esprit, rendre notre jardin résistant à notre service et non pas l'inverse. Alors, j'ai repris quelques règles de la permaculture, plus ou moins un peu ajustées. Donc la première, c'est observer, interagir au juste nécessaire. C'est vraiment au juste nécessaire, c'est-à-dire travailler au dernier moment et le juste nécessaire pour que les problèmes ne se présentent pas, mais pas en faire des caisses, parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Et le but, c'est vraiment de garder une efficience basse. Donc, c'est le rapport, je vous le rappelle, entre les moyens et le résultat. Utiliser les ressources au plus près du lieu de leur utilisation, ça, c'est très important. Si on peut produire un peu de paille pour pailler, ou utiliser les feuilles du noisetier qui est juste à côté de notre jardin, c'est beaucoup plus facile que d'aller le récupérer à 3 km chez le voisin. Le troisième principe, c'est garder un bon équilibre façon de faire et résultat. J'ai l'habitude de dire processus et résultat. Un bon processus amène au bon résultat, mais des fois, la façon de faire peut être améliorée sans pour autant modifier le résultat, mais tout simplement en facilitant la vie. Appliquer l'autorégulation, accepter la rétroaction. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure sur le fait d'avoir un jardin qui est autonome. Ça veut dire aussi prendre le risque que des fois, il y a des choses qui arrivent et on baisse en production, on baisse en résultat. Mais c'est là qu'on apprend. Ne produire aucun déchet. Vision globale, action locale. Ça veut dire que on doit en fait concevoir et planifier notre jardin, alors notre parcelle ou notre projet agroalimentaire, de manière du système, d'un point de vue du système, que tout se tienne, les actions, les lieux, etc. Et avoir la possibilité d'agir en local, parce qu'on n'a pas des moyens énormes. Le principe, c'est d'avoir un maximum d'actions non mécanisées. Et donc, du coup, de pouvoir agir localement tout en gardant un système qui se tient. Intégrer au lieu de séparer. Il n'y a pas forcément de commentaire à dire là-dessus. Utiliser des solutions lentes et à petite échelle. Vaut mieux 1000 fois une seconde que... non, pardon. 1000 secondes les unes après les autres que d'essayer de faire 1000 secondes en une fois. Se servir de la diversité et la valoriser, et même encourager la diversité. Utiliser les bordures et valoriser la marge. C'est optimiser vraiment l'espace. Partout où on va pouvoir planter quelque chose, c'est un endroit où on aura du désherbage à faire en moins. Face au changement, être créatif. Dans l'esprit global, c'est collaborer avec la nature et co-créer avec Dieu. Donc, il n'y a pas forcément de style. On peut, c'est toujours un peu difficile à répondre aux voisins en disant « Tiens, c'est quoi comme technique que tu utilises ?» etc. Alors, on peut dire alors, « Je fais de la permaculture, de la culture naturelle, de la culture sauvage, de l'agroforesterie, etc. » Tout ça, c'est des boîtes.
mais c'est vraiment l'occasion, quand on commence à nous questionner là-dessus, de parler de Dieu. Parce que la collaboration avec Dieu, elle se fait effectivement dans notre jardin, mais c'est aussi une ambassade là où on se trouve. Voilà pour les fondamentaux. David, est-ce qu'il y avait des questions? Non, pas pour le moment. Ok, super. Alors, la conception. La conception, on va rentrer dans des choses très concrètes, mais vraiment la base, c'est commencer à rêver avec Dieu. Si le projet... alors, c'est une prière que j'ai faite tout à l'heure dans la journée. On a deux choix. Soit on invite Dieu dans nos projets, et ça risque d'être plus compliqué que de rentrer dans les projets de Dieu, qu'il a pour notre vie, qu'il a pour notre région. Et comment rentrer dans les projets de Dieu? Je pense que c'est commencer à rêver et l'autoriser à venir nous inspirer nos rêves, pour pouvoir commencer un projet qui va pas être comme dans les livres, comme ce qu'on va montrer là, mais qui va être vraiment particulier et adapté à une situation. Et vous serez sûr, en commençant à interroger le Seigneur sur notre façon de concevoir, vous serez sûr en fait d'être prêt au bon endroit et être au bon endroit au bon moment avec les bonnes ressources au moment où vous aurez besoin d'y être. Donc plus concrètement, quand on va commencer, alors vous allez voir, c'est un super dessin. Quand vous allez commencer, on a une parcelle. Cette parcelle-là, on va aller chercher dans un premier temps tout ce qui est climat, ensoleillement, terre, eau. Donc voilà, alors l'orientation, savoir où est le soleil, savoir où est l'ombre, le climat, quelles sont les températures maxi, mini, les températures moyennes, le taux d'ensoleillement par jour, les zones climatiques, etc. Si vous avez de l'eau, si l'hiver, il y a des endroits qui sont vraiment humides jusqu'à devenir détrempés, ou si vous avez un bassin, si vous avez un puits. Autour des zones un peu humides, enfin des bassins, vous pouvez avoir des zones humides. C'est vraiment très important de les connaître. Alors la terre, la nature de la terre, ça vous pouvez le voir avec les plantes bio-indicatrices. Le relief, les arbres et les circulations existantes. Donc c'est vraiment tous ces paramètres-là qu'il faut commencer à prendre en compte avant d'aller un petit peu plus loin. Alors bien sûr, effectivement, si vous avez des constructions sur les parcelles, c'est très important de les gérer. Dans la permaculture, dans les bouquins de Bill Mollison, etc., il parle de différentes zones. Donc de la partie habitation jusqu'à la partie sauvage. C'est un modèle qui est très théorique dans le sens où la configuration du terrain peut vous imposer des zones qui sont complètement ordonnées différemment. Donc c'est pour ça que je vous ai pas présenté ces zones-là. Ce qui va primer, ça peut être, et en fonction de votre projet, ça va être par exemple votre efficience, ça va être l'accès, ça va être la performance culturelle parce que il vous faut des rendements de fou sur une toute petite parcelle, etc. Donc ça va changer l'ordre des zones et puis au final, ça va pas forcément aller, enfin, ça va pas forcément être bénéfique pour vous de travailler avec ces zones-là. Il y a quelque chose que j'ai commencé, alors on est plusieurs dans nos jardins à avoir commencé à faire. On appelle ça une zone de politesse. On a des jardiniers qui sont qui cultivent en plein désert. Et quand on est à côté avec un peu des herbes folles, avec des zones sauvages, etc., ils ont vraiment du mal à discuter avec nous. Ouais, ils seraient plus à balancer un petit coup de désherbant
de notre côté pour avoir une bande de 1 mètre où il n'y a rien. Donc du coup, voilà, on a commencé un peu à faire cette zone de politesse et en même temps de se servir de cette zone-là comme circulation. Alors, sur le côté circulation, il y a des dimensions un petit peu à respecter pour éviter de se faire avoir. Les accès véhicules, etc., c'est entre 2,50 m et 3 mètres. Sentier brouette, c'est 80 cm. Les accès piétons ou les petites allées entre les parcelles, ça va faire plutôt 40 cm. Et puis, vous avez une dernière solution d'accès, c'est de placer quelques pierres ou des planches directement sur vos parcelles pour pouvoir passer un pied au-dessus de la végétation, le poser à un endroit où il n'y a rien à écraser et avoir accès. Donc après que vous avez décidé des chemins et des constructions, vous placez vos zones de culture. Alors c'est en jaune parce que c'est du paillage. Les zones sauvages. Alors les zones sauvages, c'est bien souvent des zones où les accès sont plus difficiles, où vous n'aurez pas accès en fait à de la mécanisation, ou même sarcler un petit coup ou aller mettre un coup de grelinette, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc c'est des endroits où vous allez pouvoir mettre des plantes sauvages ou complètement autonomes. Une fois que ces zones de culture sont implantées, vous allez mettre les accès, alors les accès brouettes et les accès chemins. Et puis les arbustes qui vont venir agrémenter un petit peu tous ces éléments-là. Alors, les arbustes, ça peut être des arbustes fruitiers, ou ça peut être aussi des arbustes qui vont fixer l'azote, des fixateurs d'azote dans le sol. C'est beaucoup plus pérenne que des légumineuses ou des plantes couvre-sol. Alors, là-dessus, je vous ai présenté, là je vous présente un petit, ça c'est mon potager de printemps dernier, pour donner un exemple un peu plus concret. Voilà, donc ça c'est un accès pour avoir l'orientation. La croix c'est nord-sud, est-ouest. Pourquoi j'ai mis ce chemin en plein milieu? C'est tout simplement parce que ici j'ai mon pondoir pour l'oie et le canard qui sont ici. Alors l'oie elle pond au pied du pondoir et le canard se fait un plaisir de monter dans le pondoir pour faire ses œufs. Aujourd'hui on a 4 canards, enfin 2 cannes et 2 canards. Ici j'ai des espèces de zones de culture. Là c'est la première année, donc c'est vraiment enrichi avec du crottin de cheval frais. Et puis dessus, je vous expliquerai tout à l'heure ce que j'ai fait. Voilà, ça c'est un petit bac à semis. Et puis tout est couvert pour éviter, pour permettre à la vie du sol de se générer et de proliférer. J'ai aussi une petite serre qui sert à abriter avec un petit panneau solaire qui sert à remonter de l'eau dans le bassin que voici. J'ai un bassin bas et un bassin haut qui me permet de remonter l'eau et par débordement d'abreuver en eau quasiment 30% de mon jardin. Donc j'ai une zone, je me suis créé en fait une zone humide autonome. Voilà, et puis en même temps, je fais quelques essais d'aquaponie. Vous ne voyez pas, mais voilà, ici, il y a un petit bout de poisson qui est là, avec une régulation de l'eau assez régulière, avec quelques boutures, avec des essais de bardane ici, qui ont été très bonnes cette année. Voilà, et puis on a eu aussi une question sur les serres. Donc je vous présente mon petit dôme qu'on a fabriqué pendant le confinement. C'est un dôme de 7 mètres de diamètre, donc ça fait à peu près 40 mètres carrés, et pour un potager, c'est quasiment, on va dire, suffisant pour, j'ai tendance à dire, pour une famille de 4, 40 mètres carrés.
On peut faire énormément de choses dedans. J'ai mis 30 pieds de tomates. J'ai eu de la pastèque, j'ai eu des courges, des courgettes là-dedans. Et j'y venais une fois à peu près tous les 15 jours pour ma cuve d'eau. Et ça montait à 50 degrés. Donc il faut y aller avec délicatesse, parce qu'on peut faire aussi toutes les bêtises du monde dès qu'on met des choses moins autonomes. Là, c'est un des endroits où j'ai passé le plus de temps, c'est à la gestion de la serre, la gestion de la température, la gestion de l'eau. C'était pas vraiment autonome. Alors les familles de végétaux, on va passer à quelque chose d'un peu plus théorique. On va le passer, c'est important de pouvoir le voir et puis vous pourrez retravailler dessus. C'est les différentes familles de végétaux. Donc on a les solanacées, tomates, pommes de terre, j'ai pas remis la photo, aubergines, poivrons, piments, physalis. Les curcubitacées, donc c'est tout ce qui est courge, melon, citrouille, courges diverses, etc. Également le cyclanthère, que je vous montrerai tout à l'heure. Les barassiacées, les crucifères anciennement, donc c'est tout ce qui est choux, radis, navets, cresson, tout ce qui a 4 pétales disposés en croix. Les fabacées, légumineuses, haricots, fèves, pois, lentilles, ça c'est très très important de les avoir en abondance dans le jardin. C'est très bon et surtout ça enrichit la terre. Pour la grande majorité, ils ont la capacité de fixer l'azote atmosphérique dans leurs racines. Et c'est surtout en fait de l'azote minéral par rapport à l'azote organique qu'on va mettre qui a besoin d'être digéré avant d'être assimilable par les plantes. Les poissées, tout ce qui est blé, orge, maïs, riz, seigle, avoine, etc. Les apiacées, persil, carottes, angélique, aneth, coriandre, cerfeuil, fenouil. Les lamiacées, thym, sarriette, menthe, basilic, mélisse. Les rosacées, mûrier, framboisier, fraisier, prunier, etc. Les astéracées, chicorée, laitue, pissenlit, artichaut. Les aliacées, poireaux, oignons, échalotes, ail, ciboulette. Les kénopodacées, épinards, poireaux, blettes ou bêtes, betteraves, quinoa, quinopode. Et les valérianacées. Alors il y en a d'autres. Et quand on commence à parler un petit peu de rotation des cultures, si on veut éviter que les différentes familles ne se croisent pas, ça devient vite un casse-tête. Donc, on va discuter un petit peu de conduite et puis on va reparler un peu dans quelques minutes, on va reparler un petit peu des associations et des possibles rotations de culture ou pas, ou en tout cas comment aborder le sujet simplement, sans trop de prise de tête. Alors la conduite. David, des questions ou pas? Alors, il y avait tonton Fifi qui demandait si les serres, elles étaient soumises à la taxation, comme les cabanes de jardin. Alors, Mais je peux y répondre, c'est vas-y. que les cabanes de jardin elles sont soumises à la taxation quand tu as une dalle en béton et qu'elle dépasse 5 mètres carrés. Avec une serre, la serre n'a pas de dalle en béton. Donc, si elle est soumise à une taxation, ça ne sera pas celle des cabanes de jardin. Et je ne crois pas qu'il y ait de taxes sur les petites serres particulières. Alors voilà, moi la réponse que j'avais, c'était un petit peu ça, dans le sens où il y a un caractère pérenne ou un caractère provisoire, démontable. Et c'est un peu là où il peut y avoir discussion. J'ai vu deux, trois sujets comme ça. Moi, personnellement, je n'ai pas demandé l'autorisation. C'est quelque chose qui est quand même démontable. Bon, ça me prendra une petite demi-journée pour virer les 200 vis qu'il y a dedans, mais ça reste du léger. Je pense que au-delà de 20 mètres carrés, c'est bien de demander une autorisation. C'est une autorisation pour une serre agricole, en fait, une serre particulier. Mais c'est pas mal, je pense, au-delà de 20 mètres carrés. On t'a pas entendu, Sylvain? Sylvain, est-ce que tu peux plutôt mettre ton commentaire par écrit et puis on va le lire?
parce que je crois que ta connexion ce soir est pas très bonne. Merci beaucoup, Sylvain. Vas-y, continue, Ouais, on lira ouais, ça marche. le complément de Sylvain plus tard. Ça roule. Donc la conduite, être un guide, un gouverneur. Alors c'est vraiment, encore une fois, dans cette démarche-là, dans cet esprit-là qu'il faut voir le jardin. On est plus un facilitateur de culture que quelqu'un qui est aux commandes et qui dit aux légumes je te plante là, pousse. Il y a un petit mémo qui est amusant, je dirais, à se souvenir. C'est arms, en anglais, ça veut dire bras. Le A, ça veut dire attitude. Le R, c'est rythme. Le M, c'est moyen. Et le S, c'est shalom. Dans le sens où c'est quand on va conduire le jardin, quand on prend des décisions, quand on mène des actions, toujours se garder en fait en mémoire ces 4 lettres. Avec quelle attitude je fais les choses. Ça doit être encore une fois, sans respecter une règle parce que c'est la règle, mais plutôt le faire parce qu'on comprend ce qu'on est en train de faire ou qu'on prend le risque d'essayer parce qu'on n'a pas forcément compris, mais pas être dans une application de la loi pour la loi. Le rythme, encore une fois, je répète, c'est du juste à temps. Alors aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai un peu agrémenté le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a vu, alors c'est plutôt en Afrique, mais ils ont fait des mesures où chaque jour, à partir du mois de novembre, date à laquelle commencent les cultures, chaque jour de retard de plantation enlève l'équivalent en fait de 120 grammes par mètre carré de récolte. Et là, en fait, je veux vraiment parler d'un phénomène, je pense, connu de tous, qui est que dès le mois de janvier, on a envie de semer à fond, de mettre nos tomates sous bac à semis, etc. On veut planter, on veut semer, mais trop tôt, c'est pas bon, parce que les tomates, si elles passent en dessous de 20 degrés trop longtemps, elles vont stagner et ça va impacter la production future. Et puis, si c'est trop tard, et ben, par exemple, nos tomates, on va les avoir au mois de septembre, octobre, et puis on aura une production très limitée. Soit dit en passant, dans le Dôme, j'ai fait ma dernière récolte la première semaine de décembre. Donc, et je les avais malgré tout mises trop tard, mais c'est quelque chose qui se rattrapera la prochaine fois. Mieux vaut un peu chaque jour et quelques chantiers coup de pouce qu'une fois par semaine ou des gros coups de pouce parce qu'on a laissé traîner les choses. Donc la régularité dans le rythme va être très important. Observez au quotidien, programmez, anticipez vos actions hebdomadaires, planifiez par mois et par année vos actions. Donc on est pile dans le mois où c'est le mois en fait où on va pouvoir commencer à observer, se projeter dans la culture d'été. Et donc, agrandir notre jardin, bon, voilà, mener toutes les actions qu'on verra un petit peu plus tard. Les moyens, à chaque jour suffit sa peine ou ma grâce te suffit. C'est vraiment en fait une philosophie de vie qu'il faut avoir au jardin. Ça sert à rien en fait de chercher à investir dans des moyens technologiques à outrance pour compenser en fait notre manque de compétences ou nos manques de temps. Voilà, c'est vraiment faire confiance au Seigneur par rapport à notre appel qu'on a aujourd'hui, à ce qu'on ressent dans nos tripes, et c'est le Seigneur qui pourvoit. Pour vous donner un exemple sur la serre, j'ai eu à cœur de travailler sur les dômes pendant 15 jours, 3 semaines. Au bout de 15 jours, 3 semaines, j'avais fait un peu le tour de la question. Et puis, j'ai un de mes collègues qui m'a proposé de récupérer des tasseaux de bois. Et la quantité et la qualité,
le type de tasseau correspondait exactement à ce dont j'avais besoin pour fabriquer un dôme de la dimension que je voulais. Donc voilà, tout ça pour vous encourager vraiment à faire confiance au Seigneur par rapport à nos moyens pour atteindre les buts que lui nous donne. Et puis le shalom, et même au-delà, l'attitude avec laquelle on doit faire les choses, c'est de chercher en fait la qualité en premier, comme si on travaillait pour le Seigneur en personne, parce que c'est le cas déjà, mais de préparer nos légumes, de préparer notre culture, de récolter, comme si c'était Jésus qu'on avait à la maison et pour qui on allait faire un bon repas. Ça remet vraiment les choses dans un contexte et dans une dimension particulière. Alors, les associations. Pour revenir Philippe, vas-y. du coup, j'ai eu le commentaire de Sylvain. Ouais. Il lui semble que si la serre doit faire plus de 20 mètres carrés, il faut faire une demande en mairie. Voilà. C'est à confirmer, mais il lui semble se rappeler de ça. Voilà. Alors, ouais. Moi, personnellement, j'ai demandé à mes voisins. Personne n'a, dans tout le quartier, personne n'a fait de demande. Donc, du coup, je suis passé comme ça et voilà. Après, c'est à vos risques et périls, bien sûr, parce que si la mairie vous demande de démonter, il faudra démonter. Un pacte de non-agression, voire une symbiose. Les associations entre légumes, c'est vraiment... il y a en fait des espèces et des variétés, des familles qui sont compatibles les unes avec les autres, et d'autres non. Alors, pour quelles raisons? Il va y avoir des histoires de... donc, oui, je ne sais plus trop où est-ce que j'en suis, si je l'ai mis là ou pas. Bon, c'est pas grave. Il va y avoir en fait des histoires de sol. Il y a des cultures qui vont épuiser plus le sol que d'autres. On a parlé par exemple des légumineuses qui vont enrichir le sol en azote. Et puis, par exemple, des légumes comme les tomates, comme les patates, comme le maïs, qui aiment des terres qui sont, comme les courges, qui aiment des terres qui sont riches et donc qui vont puiser beaucoup d'azote. Donc si vous mettez ces légumes-là toujours sur les mêmes sols et les mêmes endroits sans enrichir, par exemple sans pailler, etc., vous pouvez appauvrir votre sol et puis diminuer votre résultat. Il y a également la dimension de tout ce qui est maladies et insectes ravageurs. Typiquement, quand j'ai récolté l'Ailanthis, qui est de la famille en fait, du topinambour, c'est à peu près la même chose. Je me suis retrouvé avec les tubercules couverts de pucerons. Ils étaient à peu près à entre 10 et 15 cm sous terre. Et les pucerons étaient bien au chaud et en train de se nourrir tranquillement des glucides que contiennent les tubercules. Donc si jamais je replante au même endroit des choses qui vont craindre les pucerons, et mes pucerons ils vont sortir de terre tout contents et puis ils vont attaquer ils vont aller se nourrir de ce que j'aurais donné à manger. Et puis l'autre association, c'est en termes de dimension et en termes de recherche, par exemple de climat, de système racinaire au niveau de la profondeur pour aller chercher de l'eau, des nutriments, etc. Alors typiquement, il y en a une association que beaucoup connaissent, on l'appelle les Trois Sœurs ou le mille-pas, qui est maïs, courge et haricots, auquel on peut rajouter aussi l'amarante et les pommes de terre. C'est toutes des cultures qui nous viennent des Andes. Donc voilà, il y a l'optimisation de la lumière. Le maïs va aller chercher de la lumière
les haricots qui vont grimper. Alors, il faut faire attention quand on plante ces éléments-là, parce que si on plante tout en même temps, le maïs peut se faire complètement bouffer par les haricots, ce qui m'est un peu arrivé, ce qui a failli m'arriver la saison dernière. Et du coup, ben, vous pouvez louper en fait cette association-là. Alors après, vous pouvez aussi forcer. Typiquement, quand on est dans un potager, le maïs, c'est très simple de le forcer. Vous mettez un petit tunnel et vous gagnez facilement 15 jours, 3 semaines, ce qui peut vous permettre de cultiver aussi une autre association, enfin un autre type de maïs un peu plus loin et d'éviter les croisements. Voilà, alors ça c'est l'explication par rapport à l'azote. Alors en plus de rendre l'azote disponible, il y a aussi une stimulation. Alors il y a à peu près en fait 20% la plante en fait va produire 20% de plus de nodules si à côté il y a des cultures qui vont réclamer cet azote, bien sûr en sol vivant. Si c'est juste un substrat neutre, ça peut ne pas fonctionner. Parce qu'en fait, sur les nodosités, il y a en fait tout un tas de bactéries et de mycorhizes. Alors, après, vous pouvez vous aider, bien sûr, pour comprendre un petit peu toutes les associations. Le plus simple, c'est d'utiliser un tableau. Alors ça, c'est un tableau que j'ai fait. Je vous montrerai un petit peu et je rendrai ça disponible sur Weller dans le week-end. Voilà, en fait, c'est un fonctionnement qui est très simple. Vous prenez, par exemple, l'aubergine et vous regardez si c'est compatible avec l'artichaut, si c'est compatible avec les haricots, et puis quand vous avez une flèche qui monte, c'est bon. Quand vous avez une flèche qui descend, c'est pas bon. Et une flèche à l'horizontale, c'est neutre. J'ai commencé également, vous le verrez, à mettre les poules et les canards, parce que du coup, ils ont accès à mon jardin, et il y a certaines variétés qui supportent tout à fait nos amis à palme, et d'autres pas du tout. Alors bien sûr, je vous le rappelle, il y a une petite application qui s'appelle Compagnon Plantes, qui se trouve sur les téléphones, aussi bien Android que iPhone et compagnie, qui permet d'être sur le terrain, d'avoir très facilement, c'est assez intuitif, qui pousse avec quoi et qui ne faut pas mettre avec qui. On va aborder, donc ça c'est la planification dans l'espace. On va aborder un autre thème, et là c'est presque une réflexion. Parce qu'en fait, quand on parle d'association, on parle aussi des fois de rotation. Les rotations des cultures. Alors ça peut marcher, en fait, ça marche très bien sur des cultures conventionnelles et sur des grosses surfaces en monoculture. Mais quand on va arriver dans un jardin où on va un peu tout mélanger, faire des rotations, ça demande une méthode que j'ai pas encore vue. Et puis il y a une deuxième réflexion. Et là, c'est vraiment une réflexion qu'on va mener avec vous. C'est la notion de jubilé, la notion en fait de jachère. Alors là, c'est dans le Lévitique, c'est typiquement c'est une loi. L'idée, c'est quand même de garder l'esprit, d'agir que selon la loi, mais dans ces versets, dans ce passage, il nous est dit de garder une année, que la 7e année, c'est une année de repos pour la terre, et que on n'y touchera pas pendant un an. On pourra manger ce que ça produit, mais on n'y touchera pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de faire une rotation, non pas sur 4 ans comme beaucoup le font, mais plutôt sur 7. Et puis de vous proposer un
voilà, des rotations et puis aussi un emploi du temps, je dirais, des grandes actions. Alors là-dessus, on peut discuter, il n'y a pas de souci. Alors, d'abord, les différents types de rotations. Il y a des rotations qui sont organisées dans la théorie sur les légumes feuilles, légumes racines, légumes grains. Et puis, il y a également les rotations qui sont faites plutôt sur les familles, donc légumineuses, cucurbitacées, etc. Et puis, un troisième type de rotation qui est fait sur le sol, sur la consommation en azote principalement. Donc, moi, je pratique un peu plus la rotation entre guillemets, parce que comme je vous l'ai expliqué, plus le jardin est mixé, plus les végétaux sont placés en association, moins c'est évident en fait de faire de la rotation. Maintenant, la rotation, je la pratique par rapport aux cultures principales. Par exemple, quand je vais mettre des pieds de tomates, je vais y amener, par exemple, quelques fleurs. Je vais y amener quelques choux, etc. Ces éléments-là, je ne vais pas les prendre en compte. Par contre, je vais me dire que sur ce carré-là, sur cette parcelle, je ne ramènerai pas mes tomates minimum pendant 4 ans. Donc, la première année, je suis parti en fait du principe que on pratique le jardin en extension, dans le sens où on commence petit, on maîtrise petit, et petit à petit, année après année, on va conquérir des nouveaux espaces. Donc, la première année, c'est du nettoyage, de l'amendement et de la couverture du sol. En plante pionnière, on peut placer du maïs, des patates, des courges, de la bardane. L'avantage en fait de ces éléments-là, c'est que ça aime bien l'azote frais. Ça peut pousser. J'ai vu des patates pousser dans du compost, dans du fumier. Pareil pour le maïs, les courges aussi. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et puis, par exemple, la patate et le maïs, même la bardane, c'est des racines qui sont très fortes. Et le maïs peut aller, un maïs qui va faire 1,50 m, 2 mètres, ses racines peuvent aller jusqu'à 3 mètres de profondeur pour aller chercher l'eau, à condition qu'il n'y ait pas de sol, de labour. La deuxième année, voilà, c'est entretien des circulations, la construction. On voit un petit peu comment les nouvelles parcelles se comportent. Et puis, on va aller sur des céréales, tout ce qui est poacé, plus des sauvages. Par exemple, quand on va mettre alors du fumier de cheval ou un fumier, la première année, il y a la moitié de l'azote qui va être rendu disponible. Et puis, sur le reste, c'est à peu près entre 10 et 20% par an qui vont être rendus disponibles. Donc, dans les différentes cultures, on va partir du plus gourmand et de la culture qui est capable de prendre le plus d'azote à celle qui en a le moins besoin. Donc, voilà, maïs, céréales, et puis après, on va aller sur les choux, les salades. La quatrième année, alors toujours avec de l'apport en couverture, ça veut dire que dans la culture avec sur le sol vivant, on va apporter en continu des éléments qui permettent à la terre de se nourrir et donc de nourrir après nos légumes. Et puis la quatrième année, on va passer sur le petit bout de parcelle, des légumineuses, des engrais verts qui vont recharger en azote et qui vont laisser aussi un petit peu la terre de se reposer un petit peu. Et puis on va repartir sur tomates, courgettes, aubergines, poivrons, concombres, etc. Agne, oignons, échalotes. La sixième année, partir sur choux, salade, laitue, chicorée, mâche, etc.
qui ont l'avantage de pouvoir se ressemer. Par exemple, le laitue, si vous les laissez monter en graines, ça va se ressemer assez facilement, la mâche aussi, pour une année du coup, la 7e année, une année de repos. Donc voilà. La rotation est là vraiment pour enrichir la terre, casser les cycles des maladies, des ravageurs, et éviter les associations non bénéfiques. Après, faut pas non plus se prendre trop la tête dessus. Quelque part, les racines, enfin les éléments qu'il faut éviter quelque part, traditionnellement, pour simplifier les choses, c'est éviter de faire succéder des légumes racines avec des légumes fruits et des légumes feuilles. Voilà. Après, au niveau des choix des variétés, c'est quelques critères que moi, en fait, je regarde quand je vais choisir des semences. C'est d'abord des semences qui vont être pérennes, dans le sens où c'est des semences que je vais pouvoir ressemer. Des semences ou des variétés qui n'ont pas besoin d'énormes besoins en eau, qui sont limite envahissants, qui ont une bonne qualité de conservation, notamment au niveau des courges. En fin de saison, ma cible, c'est environ 40 à 60 courges ou courges ou courgettes de différentes variétés que je vais stocker durant et que je vais manger en fait pendant l'hiver. Typiquement, là, il nous reste 2 ou 3 courgettes qui datent de septembre à peu près, fin septembre. Et puis on n'a encore pas touché aux courges qui ont une durée de conservation beaucoup plus grande. Le record qu'on a eu ici en conservation de courges, c'est 2 ans sur une butternut. Alors, les semences sont aussi des semences, je vais aller chercher des semences polyvalentes qui vont me permettre en fait d'avoir de la nutrition, qui vont pouvoir me servir à l'hygiène, à la santé, à la construction, à l'énergie. Alors c'est rare d'avoir des variétés qui vont répondre à tous ces critères-là, mais l'idée c'est d'être capable d'avoir des variétés qui vont être polyvalentes. La résistance à la sécheresse et au gel, aux différentes maladies, et aussi peu de concurrents. Alors mes concurrents, c'est ce qu'on appelle les nuisibles, mais pour moi, c'est vraiment une histoire de concurrence. Une bonne productivité, efficience au niveau de la surface, du coût et la qualité nutritionnelle, ça c'est vraiment important. Ça ne sert à rien de cultiver des topinambours si vous ne les mangez pas. Alors après, ça peut être aussi distillé, mais j'en suis pas encore là. Les variétés locales existantes à l'état sauvage, ça c'est très important pour garantir une adaptation des variétés à votre climat. Si vous prenez déjà des variétés qui sont adaptées, il y a une certaine garantie de résultat. Et puis penser aux arbustes et aux arbres. Quand on est dans nos jardins, on a tendance à penser légumes annuels, mais dès qu'on se projette un petit peu sur du plan à moyen terme, voire à long terme, l'entretien et le temps passé sur un arbuste, comme sur des groseilliers, sur des noisetiers, etc., le rendement est quand même pas négligé. Sans bien sûr oublier tout ce qui est variété autonome, sauvage, vivace, etc. Donc là, on a le poireau perpétuel, l'ail des ours, le cardon, avec tout ce qui est un petit peu associé, les artichauts. On a le kénopode, les choux
Il y a certains choux dits perpétuels. Les kénopodes, kénopode Bon-Henri, kénopodes blancs, qui sont des mauvaises herbes, mais qui sont très, très bonnes à manger. Dans la même lignée, il y a également les orties qui ont vraiment une polyvalence au jardin très bonne, une bonne durée de conservation aussi. Donc les kénopodes, non, pardon, c'est de la roche. L'épinard s'appelle aussi l'épinard perpétuel, avec une très bonne production de semences. La consoude, le cyclanthère, qui est un curcubitacé, qui est très envahissant, avec l'avantage d'être gélif. Donc il va grimper sur des grillages, faire des bonnes couvertures d'ombre, une bonne productivité, ça se ressème tout seul. Et bon, c'est pas le mets le plus succulent, mais c'est quand même très facile à cultiver. L'angélique et la bourrache. La bourrache qui a une capacité aussi à être polyvalente, les fleurs en salade, les feuilles en salade ou en soupe, et puis de servir également de compagnon de culture, de couvre-sol et d'engrais verts. Et puis bien sûr tout ce qui est, alors je ne vais pas les nommer forcément, mais tout ce qui est condiments, les plantes condimentaires, qui sont très faciles à cultiver aussi pour la plupart. Alors, dans les questions qu'on avait, on a une question pour dire, voilà, pour 4 personnes, quelle surface il faut avoir et combien de temps il faut au jardin. Alors, je répète ce que j'ai dit au départ. Toutes ces données-là sont fausses, dans le sens où elles ne sont pas totalement vraies, mais tout simplement parce que ça va dépendre de là où vous êtes, de ce que vous mettez dedans, etc. Je l'ai réparti. Alors j'ai un tableau Excel que je vais vous présenter juste après, qui amène un peu plus de détails. Vous allez pouvoir jouer avec. Je le rendrai disponible sur Waller. En gros, voilà, un coin sauvage pour 4 personnes, coin sauvage de 200 ou 240 mètres carrés, où vous cultivez avec une récolte d'à peu près 24 kg de matière. La totalité de la surface de légumes, donc tout ce qui va être plus programmé, c'est environ 200 mètres carrés. Les céréales équivalents, 200 mètres carrés. Alors j'ai pensé à Werner quand j'ai écrit ça, parce que ben, lui, c'est plutôt par dizaines d'hectares qui planifie ses cultures. Voilà, pour à peu près 90 kilos. Moi, je ne suis pas du tout à ce rendement-là aujourd'hui sur les céréales. Les fruitiers, un pommier, à peu près, c'est pour 6 mètres carrés. Ça fait 96 mètres carrés, une centaine de mètres carrés pour 300 kilos. Ça, c'est possible avec des fruitiers en bonne santé et d'un âge mûr. La surface en repos, qui correspond à 1/7 du coût des surfaces exploitées, avec un rendement de 11 kg. Nature, ça c'est les rendements que j'ai pris sur du bois sec d'ortie. La circulation, les zones techniques, à peu près 30% de la surface, ce qui est assez conséquent, mais nécessaire pour pouvoir aussi avoir un jardin où on peut se balader, on peut flâner, et on peut avoir également des animaux qui exploitent cette surface-là. Donc ça donne une surface totale à cultiver de 500 mètres carrés, en sachant que dans ce que j'ai pu lire, voir, etc., il y en a qui annoncent 100 mètres carrés pour 4, et d'autres qui annoncent plutôt 2000 mètres carrés, témoignage de collègues qui ont des surfaces autonomes, avec des familles de 4 autonomes sur entre 2 et 5000 mètres carrés. Donc voilà, c'est vraiment des données qui sont approximatives. Donc ça nous fait un rendement d'à peu près 800 grammes par mètre carré. Et dans ce que j'ai pu lire aussi, on peut monter à 1,5 kg par mètre carré. Quand on est sur des rendements comme ça veut dire aussi qu'en termes d'amendement sur les sols maraîchers, peut-être que Sylvain d'ailleurs va pouvoir nous
nous amener d'autres chiffres un peu pour avoir une idée. Mais sur les sols maraîchers, il faut vraiment mettre de l'amendement qui monte jusqu'à 6 à 10 kg de matière organique par an, par mètre carré. Alors que sur un jardin exploité, sur la partie en fait surface de légumes, donc la première année, déjà 3 à 4 kg de matière organique, c'est déjà pas mal, en sachant que tous les ans et en permanence, vous en rajoutez. L'estimation du temps, c'est fait aussi sur des données approximatives, mais en gros, d'après ce que je pratique et ce que j'ai à peu près vu à droite à gauche, 25 jours pour 400 mètres carrés, ça correspond à peu près à 4 heures par semaine, 60 minutes à peu près à 4 jours en fait, 4 jours par semaine. Donc 1 heure 4 jours par semaine, c'est des choses qui sont, à mon sens, assez proche de la vérité, ou en tout cas de ce qui peut être fait. Alors en sachant, et ce sera ma dernière slide avant de vous montrer les deux tableaux, en sachant que c'est pas 60 minutes par jour toute l'année, ça donne à peu près ça. Ou au mois de novembre, décembre, janvier, c'est plutôt tranquille. Et puis février, vous commencez à remettre un peu le jardin en culture, avoir des choses à faire dedans. Mars, avril, mai, juin avec des pics. Ça, c'est toute la partie programmation. Donc, semis, repiquer, surveiller. Vous voyez, il y a toujours pas mal de temps à passer en observation. Et puis, avec une déclinaison, du coup, où la récolte et la transformation prend un petit peu plus de place. Mais il y a toujours beaucoup de temps de production. Alors, on peut en parler, pourquoi il y a telle colonne plus qu'une autre, etc. Alors, c'est des données que j'ai récupérées sur de la programmation maraîchère. Donc, vous pouvez très bien avoir un profil qui va être différent en fonction de votre projet. Voilà. Est-ce que, David, tu as des questions? Alors oui, il y avait une question de Jacou qui demandait si on pouvait stocker ces courges dans un garage qui ne serait pas isolé. En fait, le mieux pour conserver les courges, l'idéal, c'est qu'elles soient stockées dans un local aéré mais pas humide, et avec une température qui tourne autour de 15 degrés. Et pas en contact avec un sol humide, mais idéalement posé dans des cagettes sur un lit de paille, par exemple, sans qu'elles se touchent les unes avec les autres. Voilà, ça c'est la version idéale. Et ensuite, ben, on fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a en fonction. Voilà. C'est là, ce que je viens de te dire, Jacou, c'est la version idéale. Le meilleur endroit pour garder le plus longtemps possible tes courges. Après, tu peux tester avec ton garage et puis tu verras. En essayant ben voilà, de les tenir loin du sol qui pourrait être humide, si les parois sont humides, pareil. Voilà. Plus tu t'éloignes de cet idéal, plus tu prends des risques, mais dans tous les cas, il faut tenter. Voilà, c'était tout comme question. Ok. Alors, du coup, les calculs que je vous ai, enfin, les résultats que je vous ai montrés viennent de ce tableau-là. J'ai un autre personnel que j'utilise pour ma programmation, qui est beaucoup plus complexe. Donc, s'il y a des demandes, je peux vous le partager. C'est un truc que j'ai commencé en 2013. Voilà, il y a beaucoup de données dedans. Là, c'est un peu plus simple. Il y a des colonnes qui sont cachées. En gros, vous avez le légume, la période de plantation, la période de récolte, le nombre à planter avec le nombre de personnes que vous mettez là. Si vous mettez 2, tout s'adapte. Donc vous mettez votre nombre, le nombre à planter, la récolte estimée par rapport à un rendement vraiment estimé. Comme je vous le dis, c'est pas des données qui sont garanties. Donc ça va dépendre d'énormément de facteurs, mais ça peut déjà vous aider à vous dire, voilà, je me projette, ça ne sera pas exact, mais au moins ça donne une certaine quantité à planter.
Et il y a des formules donc, qui vont aller chercher l'espace nécessaire derrière. Donc voilà, vous avez une liste, je dirais, des légumes standards, sans aller chercher des choses qui sont très, très exotiques. Et puis du coup, au niveau synthèse, voilà, ça vous donne ça en résultat. Vous pouvez les piocher dans les formules, etc. Il n'y a absolument aucun souci. Voilà, donc ça c'est le tableau que j'ai fait spécialement pour répondre à vos questions. Voilà moi ce que j'utilise. Là je l'ai branché sur les semis pour février. Sinon voilà, j'ai tous les autres mois. Donc là je choisis ma période de semis ou de culture. J'ai les semis, repiquage, floraison, récolte. Et pour la programmation, ce que je vais aller chercher, c'est d'abord ce que je veux récolter. Je vais cibler par exemple une soixantaine de courges et courgettes dans l'année. Donc je vais je vais semer en fonction de ce que je veux à l'époque où je le veux, avec notamment les taux d'occupation en jour, qui sont, en fait, qui me donnent la période de production, le temps en fait que la terre va mettre à me fournir les légumes que je lui ai demandé quelque part. C'est vite dit ou c'est mal dit, mais l'idée est un petit peu là. Donc c'est vraiment un rétro-planning en disant voilà, en septembre je vais récolter ça, donc je vais le planter de février à mars, en sachant que encore une fois c'est des données qui sont un petit peu générales. Typiquement voilà, les tomates en janvier, vaut mieux le faire en mai. Peut-être qu'à Toulouse les tomates en janvier, ça peut être commencer à semer sous serre ou à l'abri, mais en tout cas pas chez nous. Voilà. Et puis après, les associations qui sont ici. Voilà. De la même manière, on va choisir mes asperges, les asperges, et puis là, on a les variétés qui vont être compatibles ou incompatibles avec les asperges. Je vais avoir, on peut faire avec plusieurs, il n'y a pas de souci. Voilà, moi j'ai terminé donc en vous souhaitant vraiment du bonheur à planifier. Vous pouvez planifier un petit peu comme moi avec des tableaux Excel, avec des schémas, des dessins. Vous pouvez y aller complètement à l'instinct. Il ne faut pas vous focaliser sur tout un tas de techniques ou de savoir à faire. Comme je disais tout à l'heure, au niveau de l'esprit dans lequel on peut cultiver, c'est la technique des petits pas. Il vaut mieux commencer petit et comprendre comment ça marche pour pouvoir faire plus, plutôt que d'essayer de tout faire. Voilà, de commencer, d'attaquer directement par un jardin de 500 mètres carrés pour les 4 personnes, et en attendant que au bout d'un an, vous ayez l'autonomie complète. Mais après, c'est aussi possible. C'est vous qui voyez. Merci Philippe. Il y avait juste une question de Sylvie qui était de savoir si ces tableaux seraient disponibles et partagés. Alors oui, comme Philippe l'a dit et comme je l'ai marqué dans le chat, ces tableaux seront rendus disponibles dans le week-end sur la plateforme Weller. Vous avez normalement tous reçu un mail d'invitation à cette plateforme. Si ce n'était pas le cas, vous m'envoyez un mail et puis on vous renverra une nouvelle invitation à l'adresse mail de votre choix. Voilà. Donc cette plateforme, on en redit quelques mots, on va de plus en plus l'utiliser parce que c'est un réseau social protégé avec des serveurs hébergés en France. C'est un outil qui semble performant et puis qui permet d'être assez réactif. Donc on va vraiment de plus en plus utiliser cette plateforme. Et même quand vous avez des questions, eh bien, vous pouvez toujours m'envoyer un mail si vous préférez, mais je vous invite également à poser les questions que vous vous posez directement sur cette plateforme parce qu'il n'y a pas que Philippe, Sylvain et moi qui sont en capacité de répondre à vos questions.
il y en a plein parmi vous et parmi ceux qui font partie de cette communauté qui sont capables de vous donner des conseils. Voilà. Donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles on va de plus en plus utiliser Whaler. Et puis peut-être même, on testera, sur Whaler, on a également une plateforme de visioconférence qui a l'air d'être pas mal efficace aussi. Donc, il se peut qu'à terme, on quitte Zoom pour se concentrer totalement sur Whaler. Voilà, il va falloir s'y préparer. Donc, si jamais vous n'êtes pas encore inscrit, si vous n'avez pas encore cliqué, je vous invite vraiment à le faire. Ça pourra vraiment être un outil utile dans votre avancée sur la culture, quel que soit votre niveau. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, une remarque? Alors, je vais rajouter un truc, David, aussi sur cette plateforme. L'idée, c'est aussi petit à petit de pouvoir mettre du lien entre les différentes personnes qui habitent les unes près des autres. Et donc de pouvoir tout simplement se trouver, se découvrir et faire des actions concrètes, de travailler ensemble ou de produire ensemble localement. Tout à fait. Aujourd'hui a été créé le premier groupe territorial qui a été désigné pour les Suisses parce qu'ils sont pas mal nombreux sur cette plateforme. Et puis, dès que s'il y a un petit peu de monde en Normandie, eh bien, on créera un nouveau groupe pour les Normands et puis ainsi de suite en fonction des régions et puis des centres d'intérêt. On pourra créer des sphères un peu plus spécifiques quand ça sera nécessaire. Voilà. Eh bien, si c'est bon pour vous, ça va être bon pour nous. On va arrêter l'enregistrement et vous dire à très bientôt. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau cours. Et désolé, oui, certains m'ont fait remarquer que j'ai un peu tardé pour vous envoyer le lien cette fois-ci. Oui, je suis désolé. J'étais un petit peu sous l'eau et je vous ai envoyé un petit peu tard le lien. On va faire mieux la prochaine fois. D'ailleurs, justement, quand on sera tous sur OLR, j'aurai plus besoin d'envoyer de mail parce que tout sera sur cette plateforme. Vous n'aviez pas compris qu'on souhaitait basculer sur cette plateforme. Voilà. Un grand merci à chacun. Merci pour votre persévérance et puis à très bientôt. Merci à tous. Bonne soirée et bon week-end. Bonne soirée. Oui.